Il est difficile de prendre des décisions sans information, particulièrement quand on éprouve aussi des émotions très fortes en faisant face à une maladie grave. Dans cette vidéo, nous fournirons de l'information qui pourra vous aider à faire face à une maladie grave. Les gens ont des préférences différentes à ce sujet. Certains veulent une information abondante, d'autres n'en veulent pas trop. Certains veulent toute l'information dès le début, tandis que d'autres préfèrent la recevoir petit à petit. Faites connaître vos préférences à vos médecins et à votre famille. La plupart des gens veulent une bonne quantité d'informations, assez pour les aider à comprendre la maladie, ce qui se passe, les traitements qui sont possibles, le pour et le contre des divers traitements et les options de soins qui sont accessibles. Parfois, nous entendons des personnes dire que dans notre culture ou dans cette culture, les gens ne veulent pas savoir ce qui se passe, surtout si c'est une maladie grave. La famille peut même demander aux médecins de ne pas dire à leurs proches qu'ils ont une maladie grave ou qu'il y a une complication sérieuse par crainte que cela ne les déprime. Nous devons contester cette façon de penser. Les recherches dans un grand nombre de pays et de cultures montrent que dans la plupart des cas, les gens veulent avoir de l'information sur leur maladie. La non-communication de l'information au patient est contraire à l'éthique, à moins que le patient n'ait dit clairement qu'il ne veut pas d'information ou veut seulement une information limitée. Tout au moins, nous devons demander aux patients quelle information ils veulent, peu importe quelles sont leurs cultures d'origine ou leurs antécédents. Pensez-y pour vous-même. Quel genre d'information voudrais-je si j'étais malade ? La plupart des patients trouvent les renseignements suivants les plus utiles et veulent souvent être accompagnés par quelqu'un quand ils les reçoivent. La maladie et sa gravité, également appelée le stade de la maladie. Les options de traitement possibles. Les avantages attendus ainsi que les effets secondaires possibles de chaque traitement. Le meilleur endroit où recevoir des soins. La docteure Elisabeth Latimer, une pionnière des soins palliatifs au Canada, a écrit un jour qu'il y a de petites, de moyennes et de grandes questions qui se posent quand on fait face à une maladie grave. Les petites questions sont les plus faciles à poser et aussi les plus faciles à répondre. Par exemple, quel test fait-on et pourquoi ? Où vais-je obtenir le traitement ? Puis-je encore voyager ? Les questions moyennes sont des questions importantes qui sont faciles à poser, mais il n'est peut-être pas si facile d'y répondre. Ce sont par exemple, quelle est la maladie et à quel stade en est-elle ? Quels seront les résultats des différents traitements ? Les grandes questions sont celles qui nous inquiètent le plus, qui nous empêchent de dormir, que nous avons souvent peur de poser. Mais ce sont des questions importantes à poser et à discuter. Ces questions sont par exemple, quelle est la gravité de ma maladie ? Est-ce que je vais guérir ? Combien de temps est-ce que j'ai à vivre ? Alors, vous vous demandez, probablement, pourquoi nous parlons de méthodes de soins et de traitement ? Est-ce que ce n'est pas la même chose ? Nous utilisons ces mots pour faire comprendre que le type de traitement que nous choisissons à un moment donné dépend des objectifs généraux des soins. Pendant le cours d'une maladie, et surtout au moment du diagnostic, ou quand il y a rechute de la maladie, il peut y avoir des traitements qui maîtrisent la maladie ou même la guérissent. À d'autres occasions, toutefois, un traitement possible peut ne pas aider à maîtriser la maladie
ou ne pas prolonger beaucoup la vie, mais peut causer des effets secondaires et des malaises majeurs. Dans ces cas, c'est peut-être une meilleure option de renoncer à de tels traitements et de se concentrer plutôt sur une optique de soins palliatifs, selon laquelle on peut recourir à des traitements qui peuvent atténuer la douleur et les symptômes et maximiser le confort sans causer de mauvais effets secondaires. Mais on doit se souvenir dans tous les cas que des traitements pour maîtriser la maladie, soient possibles ou pas, qu'on peut toujours prodiguer des soins réconfortants et palliatifs pour améliorer la vie qui reste encore à vivre. Les discussions et les décisions sur le choix d'un plan de soins ou de traitement, chaque fois que la situation change, sont appelées discussions et décisions sur les objectifs de soins. En plus d'avoir de l'information sur la maladie et les traitements possibles, on doit aussi considérer d'autres points importants. L'un d'eux consiste à se demander « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant ? Vivre plus longtemps ou vivre mieux pendant le temps que j'ai ? Si les traitements ne causent pas beaucoup d'effets secondaires ou ne sont pas un très lourd fardeau, tels que le besoin de sondes spéciales, des visites fréquentes aux hôpitaux ou aux laboratoires et même des hospitalisations, il peut alors être plus facile d'opter pour le traitement. Toutefois, quand les traitements ne prolongent pas la vie et entraînent beaucoup d'effets secondaires graves, on peut choisir de se concentrer sur la qualité de vie au lieu de subir les traitements. Il est important d'être honnête avec vous-même et de vous assurer que votre famille comprend vos désirs et vos objectifs. Il peut parfois arriver que des patients, de façon appropriée, choisissent de ne pas suivre les traitements, mais que les familles en sont bouleversées et pensent que les patients abandonnent la partie. Les familles ont besoin de comprendre ces dynamiques et ce qui est important pour le patient. De plus, nous pouvons conclure de ce que nous avons entendu que la confiance entre médecins et patients constitue le fondement d'un dialogue fructueux sur la manière de sous-peser les interventions qui sont appropriées et celles qui sont futiles. En conformité avec la pensée de l'Église, pour une telle décision, on tiendra compte du désir raisonnable du malade et de sa famille, ainsi que de l'avis des médecins particulièrement compétents. La planification préalable des soins est un sujet excessivement important, l'un des sujets d'information les plus importants de cette vidéo. La planification préalable des soins est une réflexion sur ce qui est important pour nous à la fin de notre vie. Elle inclut aussi la désignation de quelqu'un qui nous connaît bien pour prendre les décisions sur les soins de santé en notre nom, si nous ne sommes pas capables de prendre ces décisions nous-mêmes. La planification préalable des soins, c'est l'établissement d'un plan à l'avance pour nous assurer que si nous sommes trop malades pour prendre des décisions pour nous-mêmes, les soins que nous recevrons sont ceux que nous aurions voulu. Elle permet à la ou aux personnes que nous avons désignées de prendre des décisions en notre nom avec l'information dont elles ont besoin. S'il n'y a pas eu de planification préalable des soins, nous pourrons finir par recevoir des soins et des traitements qui ne sont pas ceux que nous voulions. En l'absence d'une planification préalable, nous nous trouvons aussi à mettre beaucoup de pression sur notre famille ou nos amis qui doivent prendre des décisions difficiles en notre nom sans connaître nos désirs.